Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mom You Rock. Mom You Rock est un podcast échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slasheuse. Car oui, j'ai longtemps cru qu'être mère et chef d'entreprise pouvaient être incompatibles. La bonne nouvelle, c'est que j'avais archi faux et ces parcours ne le prouvent bien. Je suis moi-même aujourd'hui maman de 2 petits bouts et je vis une belle aventure entrepreneuriale. Ma mission ici est de vous inspirer à travers tous ces témoignages pour mener à bien vos projets et vous aider à croire en vos idées. Si vous souhaitez en savoir plus sur la naissance de ce podcast, je vous invite à écouter la bande-annonce de la saison 1. Maintenant, prenez place, c'est parti! Aujourd'hui, petit focus sur le statut de micro-entreprise. Et pour ce faire, j'ai eu le plaisir d'accueillir Stéphanie, fondatrice de J'aime la paperasse. Et oui, ça existe. Elle est formatrice en création et gestion d'entreprise et va nous faire un tour d'horizon sur ce statut tant prisé. Attention, ce n'est pas fait pour tout le monde et on va vous l'expliquer pourquoi. Pour un peu plus de détails sur le choix des statuts juridiques, je vous renvoie à l'épisode Rock Your Business numéro 4 avec mon amie Estelle, avocate en droit des affaires. Bonne écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour Mariama. Alors Stéphanie, tu accompagnes aujourd'hui les micro-entrepreneurs dans la création et la gestion de leur entreprise. Donc c'est amené à évoluer, si j'ai bien compris, vers les autres formes juridiques. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de ton activité ? Ok. Donc, je suis la créatrice de J'aime la paperasse. Je suis formatrice en création, gestion d'entreprise, avec une spécialité donc dans tout ce qui est administratif. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est principalement la micro-entreprise, mais après, il y aura d'autres points. Voilà, on va pas tout dévoiler tout de suite, mais faire du teasing. D'autres points, voilà, toujours autour de l'administratif et de façon un peu plus large l'organisation. D'accord, ok. Est-ce que tu peux, alors aujourd'hui on est là en tout cas pour parler de la micro-entreprise, est-ce que tu peux nous dire pour qui c'est adapté et dans quel cas de figure ? Alors la micro-entreprise, c'est idéal généralement pour tester son projet parce que ça a l'avantage d'être très souple, rapide à créer, facile à créer, gratuit, ça fait une différence aussi. Et c'est un système fiscal et social qui est assez avantageux. Donc, pour tester son projet, pour démarrer, souvent, c'est idéal. Et d'une façon générale, c'est adapté quand on a relativement peu de frais. Donc, les entreprises, donc souvent, quand on est freelance, par exemple, c'est très bien parce que ce sont des activités où on a peu de frais. Et du coup, au niveau fiscal et social, c'est avantageux. D'accord, ok. Est-ce que c'est un statut qui est compatible avec le statut de demandeur d'emploi ? Alors oui, c'est possible. Après, concrètement, ça se gère différemment selon que tu aies créé ton entreprise avant ou après être devenu demandeur d'emploi. Donc après, les modalités pratiques seront différentes pour l'allocation chômage, en fait. D'accord. Pour savoir si tu peux l'accumuler en totalité ou pas. Mais dans tous les cas, oui, c'est cumulable. D'accord. Et avec le statut de salarié, parce que du coup, ce qu'on dit souvent, c'est que la micro-entreprise a été créée de base pour générer des revenus complémentaires. Donc avec le statut de salarié, comment ça se passe ? Alors pour la plupart des gens, en fait, tu crées librement ton activité, tout simplement. Il faut quand même regarder si tu as des clauses dans ton contrat de travail qui restreignent les activités que tu peux faire à côté, mais généralement, c'est très libre. La particularité, c'est pour les fonctionnaires où là, c'est beaucoup plus compliqué avec demande d'autorisation. Le cumul, c'est possible sans problème, oui. D'accord. Donc, tu déclares ton chiffre d'affaires, du coup, à côté de ce que tu gagnes, en tout cas, en termes de salaire, mensuellement. C'est une déclaration mensuelle aussi de chiffre d'affaires. Ça se passe comme si tu n'avais pas d'activité salariée. C'est ça que je veux dire. Comment tu déclares ton revenu complémentaire ? Ok. Ce sont vraiment 2 activités distinctes. Donc, peu importe que tu sois salarié ou pas, au niveau de ta micro-entreprise, ça ne change rien à tes déclarations. D'accord. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, créer sa micro-entreprise, c'est gratuit. Comment ça se passe ? Tout se fait obligatoirement en ligne ?
Oui, même si les documents existent toujours, hein, il y a toujours moyen de traiter avec les formulaires papier, mais normalement, aujourd'hui, ça doit se faire en ligne, sauf si on passe directement, pour ceux qui ont une activité artisanale, par exemple, ils peuvent passer directement par la chambre de métier, et ça peut se faire avec le formulaire papier, mais à ce moment-là, par contre, le service est payant, pardon. D'accord. Donc autant le faire en ligne, en fait, au final. Bah oui. Si c'est gratuit. Après, bon, c'est vrai que pour certaines activités, puis les personnes qui seront vraiment mal à l'aise avec l'informatique. Avec l'informatique et puis bon, même l'aspect administratif, voilà, répondre à toutes les questions, les formulaires. C'est vrai que parfois, ça peut être utile de passer par les services de la chambre de métier ou la chambre de commerce. Mais d'une façon générale, oui, autant le faire en ligne. Ok. Donc, on le rappelle, c'est gratuit parce qu'il y a des sites qui proposent de le faire monnayant une somme. Oui. Oui. Donc effectivement, sur les plateformes officielles qui correspondent aux services de l'État, c'est gratuit. D'accord. Je mettrai les liens, du coup, je pense, dans le descriptif de l'épisode. Mais il me semble que c'est le site, je crois c'est portailautoentrepreneur.com ou quelque chose comme ça pour faire sa création de micro-entreprise. Je sais pas si tu les as en tête. Mais... Alors non, c'est pas un site officiel, ça. Ah, c'est pas un site officiel. Tu m'as posé quelque chose. Comme non, quoi, tu vois. La plateforme officielle, c'est autoentrepreneur.ursaf.fr. D'accord, ok. Voilà, c'est la plateforme des micro-entrepreneurs. C'est là donc qu'on peut faire sa création d'entreprise. C'est aussi là qu'après on fait ses déclarations de chiffre d'affaires, qu'on gère ses cotisations sociales, tout ça. D'accord. Après, il y a d'autres plateformes officielles. Guichet Entreprise, qui est une plateforme générale. D'accord. Qui passe le cadre de la micro-entreprise et qui peut gérer toutes sortes d'activités. Alors que l'URSSAF ne traite pas toutes les activités. Normalement, l'URSSAF, c'est pour les professions libérales. Il y a la plateforme de la Chambre de métier de l'artisanat, c'est CFE métier, cfe-métier.com. D'accord. Et dernière plateforme, la plateforme commerciale, c'est infogreffe.fr. D'accord, ok. Moi, je mettrai tout ça de façon dans le descriptif, comme ça évitera de faire des erreurs. Quels sont les plafonds de chiffre d'affaires en micro-entreprise? Alors, pour les activités de prestation de services, puisque ça dépend du type d'activité, on est à 70 000, c'était avant. Ouais. Les plafonds, en fait, ils sont réévalués tous les 3 ans. Mais les réflexes restent. Donc non, 72 500 € pour les prestations de services et 176 200 pour les activités de vente. D'accord. Ok. C'est quand même des plafonds assez élevés pour la première. Ah oui, on a le temps de bien tester. Ok. Ouais. Ok. Est-ce qu'on a l'obligation d'ouvrir un compte de société quand on est micro-entrepreneur? Alors, ça me gêne toujours qu'on parle de société. Ok. Donc un compte professionnel. Oui. Voilà. Oui, parce qu'une micro-entreprise, c'est pas encore une société. Ouais. Alors non, ce n'est pas obligatoire quand on démarre. En fait, c'est obligatoire à partir du moment où on a fait 2 années consécutives avec 10 000 € de chiffre d'affaires. D'accord. Mais ça reste recommandé parce que franchement, au niveau gestion derrière, ça donne tellement plus de clarté. Quand on est vraiment si c'est une petite activité complémentaire et qu'on ne développera pas comme une entreprise, bon, à la limite, pourquoi pas si on n'a pas de compte dédié. De compte dédié, pardon. Oui, c'est vrai. Tu as parlé de compte professionnel. Ouais. Le compte professionnel n'est jamais obligatoire. D'accord. C'est-à-dire compte pro au sens de la banque, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, ça non, ça ce n'est jamais obligatoire quand on est en micro-entreprise. Par contre, c'est le compte dédié, donc sur lequel tu reçois tous tes encaissements et que tu utilises aussi pour les dépenses de ton entreprise. C'est ça qui est obligatoire quand tu dépasses les 10 000 € de chiffre d'affaires. D'accord. 2 années consécutives. D'accord. Oui, en plus, je pense que c'est mieux aussi en termes de gestion de pouvoir séparer les deux, de voir ce qui rentre et ce qui sort, au nom de. Complètement. À partir du moment où c'est vraiment une entreprise, une activité que tu veux développer, oui, ça te donne vraiment une visibilité. Les choses sont claires. Ton entreprise, c'est pas ton compte perso et tu as surtout cette vision que le chiffre d'affaires, donc ce que tu vas encaisser,
c'est pas tout ne va pas dans ta poche. Il y a toutes les dépenses derrière, les cotisations et tout ça. Donc après, c'est beaucoup plus clair. D'ailleurs, parlons-en des cotisations sociales. Est-ce que tu peux nous parler de l'ACRE, du coup? Sous quelles conditions on peut l'avoir et comment on peut faire, du coup, pour en bénéficier? Alors, l'ACRE, donc pour la précision, c'est la réduction de cotisation sociale qui est accordée en début d'activité. Donc, l'ACRE, pour la précision, donc c'est l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise. En fait, ça consiste à réduire les cotisations sociales quand on crée son entreprise. Et donc, il y a eu pas mal de changements successifs ces dernières années. En 2019, en fait, c'était open bar. Tu crées ton entreprise, tu avais droit à l'ACRE. Là, en 2020, on est revenu aux conditions qui existaient avant pour les micro-entreprises. Et donc, il faut remplir un des critères. Donc, ça vise en particulier les demandeurs d'emploi. Et après, il y a quelques critères comme l'âge ou le fait d'être les parents qui sont à temps partiel et qui ont l'aide de la CAF qui compense ce temps partiel, mais après c'est vraiment marginal quoi. Donc il y a une certaine une liste de critères et si on en remplit un, on peut bénéficier de l'ACRE. Mais il faut penser à déposer la demande. D'accord, ouais, ça se fait pas automatiquement. Ouais, ce n'est plus automatique, donc il faut déposer la demande et en plus il y a un délai, c'est dans les 45 jours de la création, après c'est trop tard. Donc il faut le faire en ligne aussi ou ça se fait au moment de la création d'entreprise la demande? Bon, dans les 45 jours on a compris, mais on peut le faire au moment où tu crées ton entreprise en ligne, tu peux faire cette demande-là ou ça se fait à part? Voilà, oui et non. C'est-à-dire que oui, tu peux le faire donc dès la création et tu peux le faire en ligne, mais ce n'est pas dans la démarche de création. D'accord. En fait, quand tu remplis le formulaire, donc après ça dépend sur quelle plateforme tu fais la création, tu peux avoir donc une case à cocher pour indiquer que tu fais une demande d'ACRE, mais la demande, elle n'est pas déposée. Il faut à part faire la demande, donc ça peut se faire avec le formulaire papier ou directement en ligne. Sur la plateforme de l'UNSAF, donc auto-entrepreneur.unsaf.fr, et il faut bien penser à faire cette demande dans les délais. D'accord. Ah ouais, ça c'est tricky, hein. Faut le savoir. Ok. Autre question. On est en fin d'année, on va parler du fameux, je sais même pas si c'est au masculin ou au féminin, CFE à payer. La CFE, le CFE, je sais. Ben, en fait, ça fait partie des petites blagues comme ça. Ouais. Y a des petites, ils sont drôles, ils ont de l'humour. Ouais, des petites blagounettes. Parce qu'en fait, le CFE, ça existe et la CFE, ça existe aussi. Ah, d'accord. Ok, c'est bien. Voilà. On est aidés. Super. Et donc, CFE pour, c'est quoi, cotisation foncière des entreprises, c'est ça? C'est ça. Okay. En fait, le CFE, c'est le centre de formalité des entreprises. Donc, c'est l'organisme qui va traiter ta demande de création, ta déclaration d'activité. Et la CFE, ça n'a rien à voir. C'est l'impôt, donc la cotisation foncière des entreprises. D'accord. Et donc, laquelle nous concerne, du coup, quand on est auto-entrepreneur? C'est la cotisation foncière des entreprises qu'on est censé payer. Oui, c'est ça. Et du coup, comment ça se passe? Parce qu'apparemment, on ne reçoit pas l'info. On est censé deviner plus ou moins qu'on doit la payer. En fait, la particularité, c'est que on n'envoie plus les avis de CFE par courrier postal. D'accord. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas créé ton compte professionnel sur le site des impôts, à ce moment-là, tu n'as même pas la notification par mail pour te dire d'aller le chercher. D'accord. Donc, pensez bien à créer votre compte professionnel sur le site des impôts. Première chose. Ça. Ok. Parce que comme ça, au moins, tu as le mail pour te rappeler que, voilà, ça y est, ton avis est en ligne. Ah là là. Et ça, on le paye uniquement quand on génère du chiffre d'affaires ou non, en fait? Dans quel cas on a amené à payer cette cotisation? D'une façon générale, ça concerne, on va dire, toutes les entreprises, sauf l'année de la création. L'année de la création, il n'y a jamais de CFE. Par contre, il y a eu des petits changements intéressants ces dernières années. Et maintenant, les entreprises qui font moins de 5 000 € de chiffre d'affaires n'ont pas de CFE à payer. D'accord. Donc, le barème, c'est 5 000 € de chiffre d'affaires annuel. Oui. Ok, donc du coup, ça, pour une année complète. D'accord. Du coup, ils sont pas censés recevoir d'avis. Ils n'ont pas besoin de s'embêter à
à chercher l'info, on va dire, entre guillemets. Alors normalement, ils reçoivent quand même un avis, mais il va être à 0. D'accord. Est-ce qu'il y a une démarche à faire derrière administrative, ou renvoyer un papier ou quelque chose, déclarer un chiffre ou non? Il y a rien à faire à ce moment-là? Quand on n'a rien à payer? Ouais, quand on n'a rien à payer. Non. Ok. Non, parce qu'en fait, au niveau de la CFE, à part vraiment au moment de la création, sinon tu n'as rien à déclarer. D'accord. La seule chose à faire, c'est de payer chaque année. En fait, et si tu si tu as moins de 5 000 euros, tu nous intéresses pas. En gros, c'est ça. Non, mais c'est bien. Ouais, tant mieux. Pour les entreprises qui démarrent ou les activités complémentaires, parce que parfois la CFE, ça fait quand même. Ça représente combien à peu près du chiffre d'affaires en moyenne? C'est très très variable. En Ouais. fait, pour expliquer le fonctionnement de la CFE, j'explique toujours en comparant à la taxe d'habitation. Donc, tu vois, selon la ville, ça n'a rien à voir. Oui, d'accord. Donc, c'est en fonction des collectivités en plus. Oui, parce que c'est une taxe locale aussi. En fait, c'est vraiment la même chose, mais pour les entreprises. D'accord, ok. Est-ce qu'il existe des aides à la création d'entreprise quand on est micro-entrepreneur? Alors, l'aide que tu peux avoir de manière systématique si tu remplis un des critères, donc c'est l'ACRE. On va dire que c'est la principale aide à la création d'entreprise. Après, les autres aides, c'est plus des initiatives locales. Il peut y avoir des aides de la région ou alors après des aides aussi pour se former. Mais même ça va dépendre des régions. Par les réseaux, oui, quand on est adhérent à un réseau, ou souvent là, ça va être sous forme d'accompagnement. Voilà, après c'est vraiment à creuser en fonction de son profil, en fonction de l'entreprise qu'on crée, parce que dès qu'on a de l'innovation par exemple, on peut bénéficier d'autres aides, mais c'est vraiment c'est pas quelque chose de systématique. Souvent ça va être sur dossier, sur analyse vraiment du projet, et pas simplement on coche les bonnes cases et c'est bon quoi. D'accord, ok. Quelles sont les erreurs à éviter quand on se lance dans la micro-entreprise? Les principales. Si je devais en citer, je sais pas, disons 5. T'en aurais 5? Ok. Alors, première erreur, se dire que c'est rien. De toute façon, la micro-entreprise, c'est un petit truc. Voilà, il y a rien à gérer. De toute façon, c'est même pas la peine de se renseigner. On va remplir vite fait les déclarations et basta. Ouais. Parce que dans la pratique, on est loin de ça. Une entreprise. En fait. Ouais, c'est ça. Voilà, donc à partir du moment où on se place comme professionnel, il y a quand même des choses à savoir, il y a quand même des choses à faire. Et derrière, on est aussi susceptible d'avoir des contrôles et voilà, ça peut être assez désagréable. On vaut mieux éviter les problèmes. Voilà. Donc déjà ça, voilà, ne pas sous-estimer voilà toute l'incidence derrière. Un peu dans le même sens, négliger du coup tout ce qui est administratif et tout ce qui est gestion. Comme tout à l'heure quand on parlait du compte, voilà, avoir un compte dédié, c'est pas grand-chose, mais on est tout de suite plus dans une optique de gestion d'entreprise. Regarder ses chiffres, regarder ses charges, se poser la question de la rentabilité de son activité. Alors, c'est pas forcément rentable dès le début, mais avoir quand même ça en tête. Okay. Après, ça se joue au niveau des tarifs, au niveau des charges, au niveau de plein de choses, mais voilà. Et dans les charges, de penser que le chiffre d'affaires, ce n'est pas le revenu. Oui, c'est ça. Et ça ne va pas, tout ne va pas dans notre poche, quoi. Non, pas du tout. Voilà, c'est ça. Même avec le système avantageux de la micro-entreprise, tu prends une micro-entreprise donc qui est déjà lancée, qui n'a pas droit à l'ACRE, voilà, aucune réduction de cotisation sociale. Grosso modo, on est à 24% de charge quand même, entre les cotisations sociales et les impôts. C'est pas mal. Même un peu plus. Donc c'est quand même pas mal. Avant de payer les autres frais pour faire fonctionner on va faire l'entreprise. Carrément. Ok. Allez, je vais descendre à 3. Ouais, tu sens que je galère là.
Alors, autre chose dont il faut se rappeler, c'est que même si au départ, quand on crée sa micro-entreprise, on ne se soucie pas de la TVA, ce n'est pas parce qu'on est en micro-entreprise qu'on ne va jamais se soucier de la TVA. Donc, au départ, effectivement, quand on a créé la micro-entreprise, c'était très simple. C'était micro-entreprise, franchise de TVA, ça allait ensemble. Sauf que il y a quelques années, on a augmenté les plafonds de la micro-entreprise, mais on n'a pas touché à ceux de la TVA. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on peut très bien rester en micro-entreprise parce qu'on peut quand même aller donc jusqu'à, donc on disait à peu près 72 000 € ou 176 000 €. Mais bien en dessous de ce plafond, on doit passer à la TVA. Et ça, pour certains, c'est vrai que ça peut être une surprise et c'est embêtant si on s'en rend compte après et qu'on doit régulariser sur les paiements qu'on a déjà fait. Ok. Bon, bah, on prend note. Attention à la franchise de TVA. À prendre en compte. Ok. Et comment ça se passe quand on veut faire la transition, quand tout fonctionne bien, qu'on explose les plafonds et qu'on veut passer en société? Est-ce qu'il faut fermer sa micro? Est-ce qu'il y a une transition spéciale à faire? Alors, la première chose, en fait, ça va être de s'interroger sur le statut. En gros, si on ne fait à peu près rien, on passe en entreprise individuelle classique. Mais au niveau gestion, c'est vraiment totalement différent de la micro-entreprise. D'accord. Après, oui, ça vaut le coup de se poser la question de la forme qui va être la plus adaptée. Certains vont plutôt passer en société. Donc, les formes courantes, ça va être le URL ou la SASU. Et en fait, chaque société après a ses propres fonctionnements en fait, ses propres règles de fonctionnement. Donc les pratiques générales, c'est que il y a quand même la rédaction des statuts, des publications à faire. C'est quand même beaucoup plus lourd en termes de gestion dès la création et en termes de coûts aussi, parce que tout ça, ce sont des formalités payantes. Plus le coût généralement du spécialiste qui va aider à rédiger les statuts et voilà, faire tout l'accompagnement. Et après, on fait le choix vraiment au niveau fiscal, au niveau social, au niveau protection. À chaque fois, ce sont des régimes vraiment très différents. Ok, d'accord. Donc le conseil, en fait, ça sera de se tourner vers un expert comptable à ce moment-là pour avoir une étude vraiment de sa situation pour savoir ce qui sera le plus adapté. Ok, super. Est-ce que tu as des outils de gestion favoris à nous recommander pour gérer sa micro-entreprise? Oui, alors j'en ai testé quelques-uns. Et celui qui a retenu mon attention, c'est Freebie. Et voilà, c'est celui que j'ai adopté aussi personnellement. Il est super pratique en fait. Et il te sauve la vie. Avec ouais. Bah comme pouvoir importer directement les transactions de son compte bancaire. D'accord. C'est quand même vachement pratique. Ok. Voilà, plutôt que de remplir tout à la main. Ouais. Donc t'as toute une partie facturation, une partie. C'est ça. Tu fais la facturation dessus et puis toute la tenue de la comptabilité. Et du coup, en quelques clics, tu peux rattacher directement les transactions à tes factures. Souvent, ça peut même rattacher automatiquement. Si le libellé est assez complet, ça détecte le bon client, la facture et tout. Donc, super ça. Ouais. Ok. Ouais. Et puis le SAV. Ça fait vraiment la différence. Voilà, dès qu'on a un souci, le support, il est là, on pose une question, ils sont réactifs, sympathiques. Donc, ils sont basés en France, du coup? Oui. Ah ouais, donc c'est pratique ça. Ok, super. Bon bah top. Bah écoute, Stéphanie, je te propose de nous présenter parce que tu fais aussi une formation sur la gestion de sa micro-entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus pour les personnes qui sont intéressées? Je mettrai les liens de toute façon vers ton compte et vers le site internet, mais est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots? Oui. Donc, effectivement, je propose une formation
pour aider à créer et gérer sa micro-entreprise, parce que mine de rien, déjà à l'étape de création, il y a certaines questions qu'on peut se poser. Je prends un exemple tout bête, tout bête. Le versement libératoire, par exemple. Voilà, ça paraît de l'impôt, pas grand-chose, mais voilà, savoir on le prend pas, à quel moment c'est intéressant ou pas, bah voilà, ce sont des questions qu'on peut se poser et ça permet de voir toutes les bases déjà avant la création, d'affiner son projet et après de faire les étapes tranquillement en étant guidé. Dans cette formation, on voit aussi toute la partie gestion, donc la facturation, la comptabilité, les différentes obligations, comment faire ses déclarations au niveau impôts, au niveau cotisation. Et puis, le but aussi derrière, c'est de comprendre vraiment comment ça fonctionne. Ça fait que derrière, s'il y a un problème, tu es plus à même de t'en rendre compte, de savoir comment réagir et ça permet surtout ça permet aussi de prendre confiance en soi, mine de rien, parce que quand on touche à l'administratif, ça peut paraître flou. Voilà, carrément. Il y a plein de choses. C'est un univers pas forcément. à part, voilà, quand on est indépendant, ça n'a rien à voir avec le salariat au niveau gestion. Et il y a des choses qui ne s'inventent pas, et donc ça permet d'être plus à l'aise parce que tu as de bonnes bases en fait pour démarrer. Ok, super. Du coup, ça me fait penser à une question fondamentale. Est-ce qu'il y a un changement par rapport à la situation actuelle? On est en confinement, par rapport aux aides qui sont octroyées aux auto-entrepreneurs. Est-ce qu'il y a eu des nouveautés au niveau législatif là-dessus? Alors ça, ça bouge régulièrement. Ouais. On suit l'actualité. Il y a des aides qui se mettent en place au fur et à mesure. La principale, donc le fonds de solidarité qui est ouvert aussi aux micro-entreprises. Mais même ça, les règles, elles ont encore évolué. En fait, c'est au fur et à mesure de l'évolution de la crise, la fermeture ou non des commerces, confinement ou pas, que les aides évoluent. Ça dépend du secteur d'entreprise aussi. Est-ce que c'est une obligation de fermer ou simplement une perte de chiffre d'affaires? Donc, pour la plupart des entreprises, ça permet d'avoir une aide jusqu'à 1 500 €. Mais là, depuis, donc je crois que c'est depuis le mois de novembre. En fait, non, pour certaines entreprises, c'est même dès octobre. Donc là, ça dépend du secteur. Ça peut aller jusqu'à 10 000 €. Voilà, après, il y a d'autres aides qui sont mises en place au niveau des cotisations, par exemple. Tout le réseau URSSAF, Sécurité sociale des indépendants mettent des aides en place. Là, après, ça sera vraiment en fonction de la situation. En fait, il faut vraiment faire une demande justifiée, motivée, et à partir de là, on voit ce qui est possible. D'accord. Ce qu'il faut savoir aussi, quelle que soit la situation, même si on n'a pas droit à ces aides, les administrations feront preuve d'une certaine clémence par rapport au délai de paiement. Donc, si on est en difficulté, il vaut mieux faire le pas de contacter l'administration et de voir ce qui peut être mis en place. Donc, soit pour différer, soit pour étaler les paiements, plutôt que de juste laisser ça dans un coin. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a un endroit, un espace où on peut justement se renseigner, suivre un petit peu l'actualité là-dessus ou c'est sur le site du ministère de l'économie. Après, on a plus de détails sur certaines aides. Par exemple, sur autoentrepreneur.ursaf.fr. D'accord. Il y a le détail des aides qui concernent surtout les micro-entrepreneurs et puis en particulier pour ce qui concerne l'URSSAF, la partie cotisation sociale. Il y a certains détails aussi sur le site des impôts. Une petite précision aussi, comme on parlait de la CFE, certaines collectivités ont décidé d'accorder une exonération de CFE exceptionnellement pour cette année. Mais là, c'est vraiment sur décision de la collectivité. D'accord, ok. Et pareil, ça peut être limité à certains secteurs d'entreprise. Voilà, c'est voté au niveau local.
Mais D'accord. pour certains, ça peut faire une différence. Ouais, c'est pas mal. Ouais, faut se renseigner quoi du coup. Ok, super. Du coup, Stéphanie, là, on est en plein confinement, donc certains en profitent pour justement se former. Donc, on parle beaucoup du compte CPF, du fameux DIF, qu'il faut utiliser avant le 31 décembre, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les aides qui existent à la formation aujourd'hui, pour les créateurs, repreneurs d'entreprise, ou même pour les personnes qui souhaitent justement monter en compétences? Alors, juste une précision, c'est intéressant que tu parles du DIF. Alors, ce qui devait être fait donc avant le 31 décembre, c'est pas d'utiliser ses droits, c'est de les inscrire sur son CPF. CPF, d'accord, de les transférer. Voilà, exactement, même si tu ne les utilises pas forcément tout de suite, mais il faut que ce soit inscrit. Et là, en fait, c'est prolongé, donc ce n'est plus jusqu'au 31 décembre, c'est jusqu'au 30 juin 2021. Ah, super. Donc on a droit à 6 mois de plus. Ok. Voilà, mais bon. C'est pas très long à faire. Oui, ça prend 5 minutes, quoi. Voilà. En fait, la seule chose qui prend du temps, c'est de retrouver Oui, c'est ça. le montant, en fait. Le montant, ouais, c'est ça. Bon, moi, ça va. Je crois que j'en avais pas de toute façon, mais effectivement, oui. Parce que comment tu fais pour trouver l'info? Faut que tu fasses appel à ton ancien employeur. Comment ça se passe? Normalement, tu l'as sur la fiche de paie de. C'est 2015, si non? je ne me trompe pas, ça doit être décembre 2014 ou janvier 2015. D'accord. Ok. Donc voilà, ça demande quand même d'aller dans les archives. Ouais, de chercher, ouais. Et d'avoir bien conservé ces fiches de paie. Oui. Ok, super. Et du coup, oui, dans ce qui est des aides à la formation, qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Oui, alors on commence à en parler un peu plus. On a un vrai droit à la formation en France et c'est dommage que beaucoup de personnes ne soient pas au courant. Donc ce droit à la formation, souvent on le sait un petit peu quand on est salarié et quand on devient indépendant, on se dit que non, ça y est, c'est terminé. Et non. Pour les indépendants, il y a ce qu'on appelle les fonds de formation qui permettent d'avoir des prises en charge de ces formations. Donc en fait, c'est en fonction de l'activité. Tu dépends d'un fonds de formation différent. Pour citer les principaux, donc on a le FIFPL qui s'occupe des professions libérales, le FAFCA qui s'occupe des artisans et l'AGFIS pour les commerçants. Donc quand on est en micro-entreprise, on tourne sur ces trois-là. Et c'est intéressant parce que les financements, ils peuvent quand même être assez importants. On peut aller jusqu'à 2 000 €, quoi. Et ça, ce sont des prises en charge annuelles. Donc, si on n'est pas au courant, en fait, tout ça, c'est perdu. Voilà, c'est sur une année civile et quand on ne les a pas utilisés au 31 décembre, c'est perdu. Ok. Donc, comment on fait du coup pour pouvoir en bénéficier? Qu'est-ce qu'il faut contacter? C'est directement avec l'organisme qui gère les entreprises de notre activité. Donc, c'est en fonction du code APE. Et on voit de qui on dépend et on a aussi un document annuel qui récapitule la contribution à la formation parce qu'en fait on cotise pour ça et qui permet de savoir de quel organisme on dépend. D'accord. On se tourne directement vers l'organisme et puis après de toute façon les formalités on les gère avec l'organisme de formation. Le formateur, si c'est un formateur indépendant, l'organisme de formation dans tous les cas il est en mesure d'accompagner pour faire les démarches. D'accord. Ok. Super. Et donc c'est bon à savoir, hein, même si en général il faut quand même avancer les frais. C'est sous forme de remboursement, mais parfois il peut même y avoir une prise en charge directe. D'accord. Et l'autre financement aussi très important à connaître, c'est le CPF. Donc on en a parlé là avec le DIF. Le CPF aujourd'hui, il est aussi ouvert aux indépendants. Donc on a les droits en tant que salarié et on continue de cumuler des droits quand on est indépendant. Donc ça aussi c'est intéressant, c'est quand même une enveloppe. Généralement on est à 500 € par an et ça se cumule jusqu'à 5 000 €. D'accord, c'est top. Il y a de quoi faire avec ça. C'est super. Oui, par contre, ce qu'il faut savoir pour utiliser le CPF et puis même les financements d'une manière générale, c'est que ce n'est pas compatible avec toutes les formations. Ouais. Donc, il faut que l'organisme de formation ait fait certaines démarches et que la formation, du coup, soit éligible au financement. D'accord. Ce qui est le cas de ta formation, du coup. Belle transition.
Oui, effectivement. Donc, on peut utiliser les financements, y compris le CPF. Ok, super. Bon. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, Stéphanie? Alors, je suis présente sur donc mon site j'aimelapaperasse.com, sur Instagram, pareil, j'aime la paperasse, et en podcast, c'est le podcast Suis ton flow. Super. Et ça parle de quoi, Suis ton flow? Ben, en fait, au départ, c'est simplement parce que quand j'ai créé le blog, c'était plus avec l'administratif. Bon, ça reste voilà le cœur de mon activité. Et on touche à l'entrepreneuriat d'une manière un peu plus large, à l'organisation. Mais certains sujets, j'avais plus de mal à les ajouter au niveau du blog parce que voilà, par souci de cohérence. Et je trouvais que le format du podcast était intéressant pour ça, pour s'exprimer plus librement et pouvoir toucher à des sujets un peu différents. Alors aujourd'hui, finalement, on retrouve un peu les mêmes types de sujets parce que j'élargis la ligne éditoriale du blog. Et l'esprit, c'est ça. Et puis, suis ton flow parce que j'en avais marre, en fait, de voir parfois les mêmes injonctions, comme s'il y avait une manière de créer, de gérer son entreprise avec une manière de communiquer, une manière de faire pour réussir. Et donc, voilà, c'était dans l'idée de nuancer un peu ça parce qu'on a tous des contraintes différentes, on a tous un profil, une expérience, voilà, tout est différent. Donc, voilà, c'était ma manière d'apporter un autre regard. Ok, super. Bon, bah, écoute, je mettrai tout ça dans le descriptif de l'épisode. Merci beaucoup, Stéphanie, pour toutes ces réponses. Merci à toi pour cette invitation. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à en parler et à le partager sur les réseaux. Encore mieux, si vous pouvez lui mettre 5 jolies étoiles sur iTunes ou Apple Podcast pour qu'il soit visible au plus grand nombre, ce serait génial. Pour ne rien rater du podcast, rendez-vous sur Instagram, MomYouRockFR. À bientôt!